Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour, aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, comme chaque année en juin, nous allons aborder plusieurs sujets liés à la communication responsable autour de la marque employeur et à la qualité de vie au travail. Pour cela, j'ai fait appel à une invitée dont c'est la spécialité et qui va nous aiguiller sur ces sujets. Bonjour Catherine. Bonjour Diane. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs qui te découvrent, Catherine Auguste. Alors, je suis ingénieure de formation, j'ai longtemps travaillé en entreprise. Je me suis reconvertie suite à un burn-out. Je suis à présent sophrologue, conférencière et consultante en qualité de vie au travail. Alors, je me suis toujours formée pour toujours mieux accompagner. Je suis aussi, par exemple, secouriste en santé mentale. Je suis spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux. Mais j'aime beaucoup aussi la partie positive. Donc, je suis aussi formatrice en psychologie positive. Je me suis également formée au TOP. Ce sont les techniques d'optimisation du potentiel qui sont utilisées par les troupes d'élite de l'armée et les sportifs de haut niveau. Je me suis formée également en cohérence cardiaque. Et vraiment, je mets à profit mon expérience et mes compétences au service des particuliers et des entreprises. Et donc, j'interviens en visio, en entreprise et en cabinet également. Ok, large spectre qui justifie ta présence aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, si je rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va parler communication ou communication responsable, quel lien tu fais entre la communication et la qualité de vie au travail, la QVT ? La communication, c'est un élément clé de la gestion de la qualité de vie au travail, donc de la gestion des RPS, parce qu'en fait, c'est très important d'avoir un environnement et une culture de communication où les collaborateurs se sentent à l'aise pour exprimer leurs préoccupations et leurs besoins pour que, à ce moment-là, on puisse pouvoir ajuster avant qu'il ne soit trop tard. Donc, en fait, le premier élément, quand on parle d'une communication interne à gérer, c'est cette communication envers les salariés, les collaborateurs, les premières parties prenantes. C'est finalement l'interne avec cette prise de conscience. Alors, comment on peut arriver à détecter ou à éviter ces collaborateurs qui sont en limite de burn-out parce qu'il y a des risques de réduction de budget, des équipes qui sont réduites, il y a une pression des business, des performances à atteindre toujours plus et toujours plus. Alors, il y a donc vraiment, ce qui est important, c'est de créer une culture de communication, de confiance. Et par rapport à tout ce qui est justement par rapport au stress, c'est aussi de créer un environnement où les personnes puissent être vigilantes aussi les unes vis-à-vis des autres. Il faut savoir que la personne qui est très stressée ne se rend pas forcément compte de son état dans lequel elle est. Et au bout d'un moment, quand elle arrive à l'épuisement, donc ça peut être trop tard. Donc vraiment d'être vigilant par rapport aux autres, de se dire tiens, peut-être que cette personne-là, elle vient plus en pause, ou elle a tendance à se replier sur elle, ou il peut y avoir des troubles de l'humeur, ou elle est vraiment fatiguée. Et c'est l'importance d'être vigilant par rapport aux autres. Et que la personne puisse aussi mettre des limites. Et s'exprimer, quels pourraient être les conseils que tu peux donner à des dirigeants ou à des managers d'équipe marketing et communication pour être sensibles sur ces éléments-là de risques psychosociaux? Alors pour moi, ce qui est clé, c'est que les managers, les dirigeants soient formés sur les enjeux des risques psychosociaux et des conséquences que ça peut avoir, et qu'ils soient formés également sur quels sont les signaux avant-coureurs pour pouvoir être éveillé, alerté, parce que finalement, je me rends compte dans les accompagnements que je fais que là, il y a des choses qui peuvent être vraiment, qui sont extrêmement visibles, mais que le manager ne voit pas. Alors que si
s'il pouvait voir avec de l'écoute, justement, l'importance de l'écoute aussi active, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir accompagner, accueillir et réfléchir à peut-être décaler une charge de travail, ça pourrait être vraiment clé d'agir en amont. Et ce qui signifie que quand on a souvent les entreprises qui affichent des valeurs sur leur site internet, sur des posters au kakémono dans le hall d'entrée de leurs locaux, est-ce que tu vois, toi, avec les personnes que tu accompagnes, une discordance entre les valeurs affichées de l'entreprise et la réalité des managers? Malheureusement, il peut y avoir des décalages. Et quand les personnes, justement, sont sujettes à l'hyperstress, et même j'accompagne quelqu'un qui est actuellement en burn-out, qui s'est vraiment énormément investi dans son travail, ça crée aussi de la colère, en fait, finalement, de se dire, OK, il y a ça qui est affiché, et finalement, sur le terrain, c'est pas du tout la même chose. Et donc même pour des personnes comme ça qui sont vraiment, qui ont des expertises extrêmement fortes que l'entreprise risque de perdre, bah justement, qui est ce décalage, c'est pas ça qui va leur donner envie ensuite de retourner dans leur entreprise. Alors, donner envie de retourner dans l'entreprise, mais aussi potentiellement un risque de médisance sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes en ligne pour afficher la réalité de l'entreprise et des modes de management définis. Et derrière, c'est aussi un risque pour l'entreprise d'attirer de nouveaux candidats qui vont regarder ces sites-là et qui vont se dire, non, au final, entre ce qu'ils affichent et la réalité des témoignages collaborateurs, on est encore loin. Ouais, là, on est vraiment complètement dans la marque employeur. Et finalement, qu'il y ait une congruence entre les valeurs et la réalité, c'est ça aussi qui va limiter le turnover et améliorer aussi les recrutements de nouvelles personnes. Donc, un élément clé à prendre en compte. Est-ce que tu vois un lien avec la performance durable? Quand on est un collaborateur, on souhaite être performant, mais est-ce qu'il y a aussi cette évolution logique avec la performance durable? Alors, la performance durable, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une logique plutôt de court terme. On regarde vraiment la performance à court terme parce qu'il y a des objectifs très importants et il faut répondre, il faut faire les chiffres. Sauf qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train... Ok, on est sur la performance à court terme, mais là, on n'est pas du tout dans la durabilité parce qu'au bout d'un moment, les personnes peuvent s'épuiser et donc elles seront moins efficaces, il y aura de la démotivation, ça peut avoir un impact aussi sur la satisfaction des clients. Et donc là, on joue vraiment sur un impact sur la durabilité à long terme de l'entreprise. Donc, le bien-être des collaborateurs est à traiter en premier avant même le bien-être des clients ou de la satisfaction des clients. Pour moi, l'un découle de l'autre. Si la personne est bien dans son entreprise, qu'elle se sent motivée, engagée, ben, naturellement, elle s'occupera bien de ses clients, ce qui n'est pas forcément le cas si c'est l'inverse. Oui, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut parler concrètement d'actions que l'entreprise peut mettre en place? Là, à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, est-ce que tu as quelques conseils à donner, des communications à prévoir en fonction des différentes parties prenantes? Alors, bien entendu, ça peut être l'occasion, si ce n'est pas le cas, d'organiser une conférence expérientielle sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle, de donner des clés pour gérer son stress, bien que le stress soit quand même un gros mot dans encore un grand nombre d'entreprises. Mais en fait, ce qu'il faut oublier, c'est que c'est pas juste pendant la semaine de la qualité de vie au travail et que c'est pas juste un massage du dos ou une conférence qui vont suffire. Pour moi, la qualité de vie au travail, ça doit s'inscrire dans une démarche globale, beaucoup plus importante, où là, c'est vraiment aussi ça qui doit émaner de la direction et prendre en compte les différents services.
Donc, pour moi, c'est vraiment une démarche globale. Alors, qui peut gérer cette démarche-là? C'est forcément que l'équipe dirigeante et l'équipe des ressources humaines? Elle doit être impulsée par l'équipe dirigeante. Ça, c'est une condition sine qua non. Si c'est pas impulsé par la direction, ça ne fonctionnera pas. Et ce qui est vraiment clair aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est qualité de vie au travail, ça fait partie des fonctions support, alors que finalement, ça devrait être mis dans un autre niveau. Il y a bien les stratégies marketing, les stratégies commerciales, et finalement, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie au niveau de l'humain? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment peu suivi. Et il y a peu de chiffres, finalement, peu d'indicateurs encore par rapport à tous ces enjeux, par rapport à ces diagnostics sociaux. Peu d'indicateurs en France, ou est-ce que c'est la même chose dans tous les autres pays? La France est très en retard, elle est vraiment en queue de peloton par rapport aux autres pays européens. Donc c'est vraiment les pays nordiques qui sont les plus en avance. Et eux, ils ont compris qu'il y avait un avantage financier à s'occuper du bien-être des collaborateurs. Et j'ai lu, c'était bon, ça date de il y a quelques années, mais en fait, quelqu'un qui s'étonnait de dire ouais, waouh, qu'est-ce tout ce que vous faites pour les salariés. T'es là, mais oui, mais en même temps, derrière, c'est bon pour le business. Donc finalement, il y a une compréhension dans d'autres pays où bien-être égale performance de l'entreprise. Et pour moi, je suis convaincue que l'humain, c'est la richesse de l'entreprise. Et je vais intervenir là, lors de la semaine de la qualité de vie au travail dans une entreprise qui parle non pas de ressources humaines, mais de capital humain. Et j'aime bien cette notion, donc finalement, de capital qu'on peut chercher aussi à faire fructifier, à fidéliser. Oui, je suis assez en phase. Et est-ce que tu as des exemples d'indicateurs qui peuvent être suivis sur cette partie? Alors, il y a un indicateur qui est très important, c'est notamment le taux d'absentéisme. Donc, on peut dire qu'en moyenne, il peut être de 5%. Et est-ce qu'il y a vraiment un suivi très, très précis de ce taux d'absentéisme, de combien ça coûte, quel est le pourcentage de la masse salariale, de vraiment avoir des chiffres très précis. On peut aussi s'adresser aux mutuelles pour avoir un détail précis. Et je pense que d'avoir vraiment ce chiffre précis, le montant que ça représente, ça peut être important dans la stratégie et de se dire, bah, finalement, est-ce que je ne peux pas agir à un autre niveau, notamment avec la prévention primaire ou secondaire, plutôt que de subir? Est-ce que en investissant, bah, voilà, je ne peux pas faire baisser un point de taux d'absentéisme? Et sachant que je parle de taux d'absentéisme, mais à un moment, quand la personne est démotivée, elle peut être là, présente, mais elle sera beaucoup moins motivée, engagée, et ça ne joue pas non plus pour la productive. Exactement. Ouais, ça se gère pour l'ensemble des équipes, hein. C'est pas forcément que pour les équipes marketing et communication, mais tu es confronté à tout type d'entreprises différentes et de tout type de département aussi de l'entreprise. Ouais. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est dans les accompagnements des particuliers, effectivement, ce qu'on recherche, c'est la performance. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. La RSE implique de considérer le bien-être des collaborateurs comme une priorité. Et donc, effectivement, pour les managers et les dirigeants, c'est important d'accorder de l'importance à l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et la qualité de vie et les conditions de travail font partie de la RSE. Et il y a de plus en plus d'obligations qui vont encore augmenter là, dans les années qui vont suivre. Et donc, c'est vraiment pour... Et s'il y a ces obligations, c'est que finalement, derrière, il y a des enjeux qui sont aussi financiers importants. Ouais, c'est l'aspect social de la RSE, hein, l'élément clé aussi, le côté humain. Ouais, comme les critères ESG. Ouais, complètement. Quelle méthode tu utilises pour gérer plus facilement le stress des équipes? Alors, j'ai dans ma boîte à outils de nombreux outils. Et en premier lieu, la sophrologie. Parce que finalement, le stress est avant tout corporel. Et après, c'est agir sur le corps, pouvoir agir sur le stress. Et j'ai un certain nombre de cadres ou de dirigeants qui disent mais ouais, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à respirer avant? Parce qu'en fait, la respiration, c'est le meilleur anti-stress. Encore faut-il en avoir conscience et pouvoir l'utiliser. Et après, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour mieux gérer son stress. Donc, effectivement, il peut y avoir des techniques de respiration, il y a des mouvements
corporelle aussi pour pouvoir relâcher les tensions au niveau de la nuque, notamment. Et après, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Et moi, je fonctionne un peu vraiment en mode coaching pour quel est l'objectif et quelles stratégies on peut prendre pour y arriver. C'est vraiment justement pour aussi améliorer comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon équilibre vie pro, vie perso. Alors, on parlait tout à l'heure de marque employeur pour attirer aussi des futurs candidats, puisque ça fait partie des problématiques de mes clients que je rencontre régulièrement en disant, voilà, j'ai besoin certes d'attirer de nouveaux prospects, clients, mais aussi d'attirer de nouveaux candidats. Et on sait qu'il y a souvent pénurie de profils et difficultés. Quels sont les points qu'une entreprise peut mettre en avant en lien avec tous ces éléments de qualité de vie au travail, d'accompagnement des collaborateurs? Qu'est-ce qu'une entreprise peut mettre en avant sur son site internet, par exemple, ou dans des annonces d'offres d'emploi? Pour moi, quelque chose qui est important, c'est le sens. Voilà, ce qui est important, le sens, les valeurs. Et une entreprise n'a de sens que si les collaborateurs sont bien dans l'entreprise. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de communiquer autour du bien-être, de l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a d'ailleurs de nombreux cabinets qui mettent ça en avant justement pour pouvoir recruter. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des équipes marketing ou de communication qui doivent présenter des projets, par exemple des projets en lien avec une offre plus durable devant une grande assemblée? Donc il y a cette notion de prise de parole en public. Si notamment on n'a pas l'adhésion d'autres directions sur ces projets responsables, sur ces projets peut-être un peu plus à connotation RSE, quels seraient les conseils avant cette prise de parole en public que tu pourrais donner? Alors déjà, j'ai envie de dire qu'elle parle avec cœur. Parce qu'en fait, plus les personnes vont être passionnées, engagées, et mieux elles vont aussi arriver à mobiliser les autres personnes. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, dans la prise de parole, donc c'est vraiment l'intention qui va être très forte. Et après, c'est l'importance de la respiration, des prières ancrées. Je ne sais pas si c'est ça dans lequel tu faisais allusion, mais l'importance aussi de sourire et vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres, quoi. Il y a vraiment de la volonté d'embarquer les gens. Oui, d'être convaincu aussi de son projet et du sens donné à ce projet durable et responsable. C'est un peu le challenge potentiellement des équipes quand on doit changer d'offre, changer ou révolutionner un produit, une catégorie de services. Il faut d'abord récupérer l'adhésion des équipes en interne avant de pouvoir le transmettre et le vendre ou le commercialiser en externe. Ouais, et c'est vraiment bien expliqué aussi. Je pense que les explications sont clés, quoi. Mais pourquoi, quel est le but, la mission, et pourquoi est-ce qu'on change pour justement qu'il y ait du sens derrière. Alors, tu as parlé de cœur. Alors justement, mon podcast se nomme Marqueur, qui aborde le marketing durable, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur l'axe communication responsable. Donc, marqueur de la bonne santé des entreprises, parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Toi, ça t'inspire quoi? Quand on fait les choses avec le cœur, ça implique d'être passionné et engagé dans ce qu'on fait. C'est aussi être plus en raccord avec ses valeurs, son authenticité. Et quand on agit avec cœur, on embarque plus facilement les autres, quoi, parce qu'il y a vraiment un impact émotionnel. Encourager les autres à suivre également. Donc, en phase avec le nom de mon podcast. Complètement, complètement. Et comment tu accompagnes tes clients, que ce soit en démarche collective ou en démarche individuelle au niveau des entreprises? Comment ça se passe? En entreprise, donc ça peut être par le biais de conférences expérientielles. Moi, ce que j'aime bien dans les conférences, c'est que les gens, à la fin de la conférence, se disent « Ah, tiens, je retiens ça de cette conférence. Ah bah tiens, je vais essayer je vais mettre en place ce qu'elle a dit. » Donc, il y a vraiment cette notion-là que la conférence serve à quelque chose. Il y a aussi des formations en gestion du stress. Parce qu'en fait, la qualité de vie au travail, donc il y a la personne, elle peut aussi
être actrice de sa qualité de vie au travail en apprenant elle-même à mieux gérer son stress. Donc il y a vraiment pour moi cette notion-là aussi dans la qualité de vie au travail. Il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'entreprise, de l'organisation, mais c'est aussi au niveau du collaborateur qui peut aussi apprendre à mieux gérer son Un travail stress. personnel, un travail sur soi. Oui, c'est ça. Et pour moi, une bonne qualité de vie au travail, c'est qu'il faut qu'il y ait les différentes... tout doit fonctionner ensemble, parce que si on fait que apprendre à la personne à mieux gérer son stress ou la détente par des massages, bah là, c'est comme si on mettait un pansement, c'est pas durable. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi agir à d'autres niveaux. Et c'est dans ce cadre-là que je peux aussi accompagner des entreprises pour mettre en place une démarche de qualité de vie au travail qui soit durable dans le temps avec une approche systémique, donc un peu globale. Sur l'ensemble des collaborateurs ou sur certains départements Oui. spécifiques. Ok. Est-ce que, alors je change de sujet, est-ce qu'il y a des histoires d'entreprise ou des campagnes de pub qui t'ont inspiré récemment sur la thématique d'un marketing plus durable ou d'une communication plus responsable? Alors, je regarde pas la télé, mais comme campagne récemment, j'ai trouvé que c'était malin. J'ai participé aux 30 ans de la Swedish Fit. Enfin, c'est la gym suédoise qui fêtait ses 30 ans. Donc, ils organisaient un gros événement. Il y avait plus de 1000 invités. Et en fait, c'était organisé en partenariat avec Unbottled, donc une marque dont l'objectif est de libérer les salles de bain du plastique et notre corps des produits chimiques. Et donc, on a reçu, lors de cet événement, un déodorant Unbottled, donc avec une boîte en carton. Et j'ai trouvé que c'était assez malin comme association de faire connaître cette marque à un public qui veut déjà prendre 5 minutes. Donc, le truc, vraiment, c'était assez malin. Et ça m'a envie de découvrir aussi d'autres produits de la marque. Un bon élément de partenariat entre marques qui à la base, on pourrait se dire, il n'y a pas de lien. On est sur du partenariat marketing. Ok. Et est-ce que tu aurais un éco-geste que tu aimerais nous partager, ou en tout cas des éco-gestes que tu transmets à tes enfants en disant, voilà, prenons soin de la planète? Alors, mon éco-geste, c'est le compost. Dans ma résidence, on a plusieurs bacs pour du compost. Et donc, donc j'ai mon bioseau chez moi, donc je vais vider pour le compost. Et après, c'est vrai que c'est pratique pour les plantations du balcon. Comme ça, on peut récupérer directement la terre qui ensuite provient du compost. Et après, comme éco-geste, donc c'est bien entendu le tri et pas faire couler de l'eau inutilement. Donc ça, c'est vraiment des choses que de dire à mes enfants. Si Ouais. pour la douche, c'est parfois compliqué. Les éléments basiques, ouais, c'est toujours difficile sur la douche. Est-ce qu'il y a un autre éco-geste au travail à conseiller? Faire des pauses. Faire des pauses pour prendre soin de son capital humain. Moi, j'aime bien dire que, en fait, finalement, comme si à l'intérieur de soi, on avait une espèce de grande batterie de piles. Et donc, il y a le stress qui peut la vider. Et à un moment, c'est important de se dire, OK, comment je la recharge? Et le fait d'avoir une pause, ça permet aussi de récupérer pour pouvoir ensuite mieux reprendre de l'élan et être plus efficace ensuite. Pas forcément évident de faire la pause quand les réunions s'enchaînent dans le planning. Il faut s'octroyer un petit quart d'heure à minima. Non, il s'agit de pauses qui peuvent vraiment être très courtes. Ça peut être ne serait-ce que 30 secondes ou 1 minute, où juste là, je prends conscience de ma respiration et où je me dis, tiens, comment je respire là maintenant? Parce que bien souvent, on est complètement déconnecté de soi, de son corps. Et juste de prendre conscience de sa respiration, ça peut être vraiment une pause. Et après, il y a la cohérence cardiaque aussi, quelque chose qui est très, très efficace. Donc, c'est vraiment une pratique pour laquelle il y a eu beaucoup d'études scientifiques. Et donc, il y a des applications gratuites de cohérence cardiaque comme Respire Relax. Et donc, ça peut être une pause où là, on peut avoir 5 minutes. Et donc là, on va suivre peut-être la petite bulle qui monte et qui descend. Et donc, ça dure 5 minutes et ça peut être un moyen aussi de faire une pause. 5 minutes. Ou si on les prend, Voilà, c'est 5 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont en télétravail, là, j'invite à faire une sieste, de s'autoriser une sieste, donc de 15-20 minutes,
Il faut savoir qu'une sieste de 20 minutes, c'est 20% de performance en plus les heures qui suivent. Donc ça peut être... Donc c'est pas Donc, une c'est perte de sur temps. l'heure de déjeuner, parce que là, si on Oui, a c'est sur, non, les mais managers qui nous écoutent et qui disent oh là là, mais non, sur l'heure du déjeuner, si vous êtes en télétravail, de dire ok, je m'allonge sur mon canapé, sur mon lit, et juste je mets mon minuteur, et ensuite ça peut permettre d'être beaucoup plus efficace les heures qui suivent. Voilà. Alors, comment tu gères justement cette qualité de vie du travail ou ce bien-être pour les collaborateurs qui sont un peu peut-être trop souvent en télétravail, où il y a un manque de relationnel avec les autres équipes, parce qu'ils vont venir le lundi, le mardi, il y en a d'autres qui viendront le mercredi, jeudi. Du coup, il n'y a plus cet échange ou moins d'échanges qu'auparavant. Et bien, on revient à l'importance de la communication et que l'environnement puisse être voilà, dans l'écoute et dans la bienveillance. Parce que avec le télétravail, c'est moins facile aussi de repérer peut-être un collègue qui va pas très bien ou tiens, il y a un changement de comportement. Et donc, j'ai envie de dire, ça doit être encore plus vigilant aussi les uns aux autres et de trouver des moments pour échanger avec les autres. Quoi. Ouais, le lien, c'est clé. C'est vraiment quelque chose qui permet de prévenir le stress. Donc, via les visioconférences, donc c'est d'être attentif et pas forcément de gérer que son sujet clé du jour à traiter, mais c'est au début de la réunion, en fin de réunion, de faire un petit aparté pour prendre soin de son collègue. C'est ça? Oui, ça peut être ça. Oui. D'être dans l'écoute et pour que la personne, si jamais elle ne se sent pas bien, puisse oser dire bah là, je ne me sens pas très bien, tiens, j'ai des problèmes de sommeil, tiens, j'ai des douleurs. Parce qu'en fait, en France, on a du mal à oser dire qu'on ne va pas très bien, qu'on ne va pas bien, alors que vraiment, si c'est pris tout au début, là, on peut réfléchir à ok, il y a ça, bah tiens, bah voilà comment on peut aménager pour justement trouver des solutions et que ça convienne finalement à tout le monde. Et ça joue à la fois pour la performance de la personne et la performance de l'entreprise. C'est une belle conclusion, ça, de pouvoir prendre soin de ses collaborateurs. Ça permet d'agir sur la performance de l'entreprise. Donc, avis aux managers et aux dirigeants de prendre soin de leurs collaborateurs, de faire attention au bien-être. Ça joue sur la marque employeur, sur cette communication responsable, ou ce que tu disais, d'éviter de faire du bullshit entre les valeurs qu'on affiche et en réalité, elles ne sont pas justifiées et réelles au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un point aussi de vigilance accrue que les dirigeants, les managers, pour lesquels ils doivent être attentifs en tout cas. Et j'insiste sur l'importance de la formation. Ça, c'est clé. Que les dirigeants, les managers, et que même peut-être dans une entreprise, certains puissent être formés justement à quels sont les signes précurseurs pour pouvoir veiller sur les autres et que le manager puisse être plus à même de repérer si quelque chose ne va pas. Et que eux-mêmes doivent apprendre aussi à bien gérer leur stress également. Oui, forcément. Et c'est vrai que souvent, les dirigeants vont avoir tendance à proposer des formations qui sont en lien avec le métier et pas forcément en lien avec cet aspect plus humain de leur job. Oui, et pourtant, voilà, après, ça joue aussi sur le capital humain et la performance de l'entreprise, parce que là, on est vraiment dans une ressource. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que la ressource dure longtemps ou est-ce qu'à un moment, elle peut s'épuiser aussi, la ressource? Sinon, demain, on fait appel uniquement qu'à des robots d'intelligence artificielle et on n'a plus besoin de collaborateurs, c'est ça? On ne pourra pas pour tous les métiers, hein. Il y a quand même des expertises qui sont très techniques, très pointues, et c'est vrai que ça peut être dommage dans certaines entreprises de perdre justement tous ces savoir-faire parce qu'on n'a pas su suffisamment faire attention. Et je le répète, la personne, quand elle est dans un état d'épuisement, elle ne se rend pas compte de son état. C'est là cette vigilance aussi. Ok. Est-ce que tu aurais un futur invité à me conseiller pour mon podcast? Alors, je pense à Nawel Bruno, qui est responsable de développement durable chez EP White.
Donc, c'est une entreprise qui s'occupe qui a une expertise dans la durabilité au service de la donnée des entreprises. Ces fameux KPI qu'il faut suivre régulièrement dans les rapports extra-financiers de l'entreprise, c'est ça, j'imagine. Écoute, je la contacterai de ta part avec plaisir pour voir si elle accepte d'intervenir sur mon podcast. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, d'avoir joué le jeu, d'avoir évoqué ce sujet-là qui peut peut-être être un peu loin du marketing en tant que tel, mais qui fait partie des éléments clés de la marque employeur et donc d'une communication plus responsable de l'entreprise. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Diane. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.